À suivre à 9h06, le débat. Sud Radio, le débat du samedi. Et dans notre débat ce matin, on accueille le psychanalyste éditorialiste Gérard Miller. Bonjour Gérard Miller. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et le politologue Luc Gras. Bonjour Luc Gras. Bonjour. Alors, un débat ce matin autour notamment de notre question du jour qu'on pose à nos auditeurs sur Twitter. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite phrase du président Macron qui a répété « Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail ». Alors messieurs, pour nos auditeurs à 79%, une grosse majorité c'est de la provoque. Pour d'autres à 13%, ça dépend du salaire. Et une minorité pour 6%, c'est vrai. Alors forcément, je vais vous laisser commenter un petit peu ce sondage. En tout cas, dans son allocution, on peut dire que le président Macron a renoué avec les petites phrases. Est-ce qu'on peut parler de provocation un peu assumée ou pas, Gérard Miller? Alors, vous avez parlé de provocation, les gens ont l'air de penser que c'est le bon terme. Vous avez évoqué le fait que je suis psychanalyste. Oui. La psychanalyse, c'est la science du contexte. Et s'il y a un concept majeur dans la psychanalyse, c'est le concept de répétition. Il faut rappeler que la première interview de M. Macron comme ministre dans une lointaine période de notre vie, c'était une interview où il y a eu cette fameuse petite phrase sur les illettrés à propos d'un certain nombre de femmes qui travaillaient dans une entreprise CAD qui était menacée. Et depuis, ça n'a pas cessé ce que vous appelez les petites phrases. Les petites phrases, c'est pas simplement le fait de prélever dans un discours quelques mots. La petite phrase telle qu'on l'entend, c'est le fait qu'à un moment donné, un texte très court dit profondément ce qu'est la personne. C'est ce qu'on appelle, puisque je reste sur le secteur de la psychanalyse, une interprétation. Donc cette phrase, c'est d'abord une interprétation du président lui-même, et ça traduit quoi? Ça traduit son naturel, sa conviction profonde, qui est celle d'un homme d'une certaine classe sociale qui méprise ceux qui ne sont rien. Et donc cette phrase, avant même de savoir si elle est exacte, si en effet vous traversez la rue et vous trouvez du travail, ce qui est évidemment absolument faux, avant même de se poser cette question de la réalité, c'est d'abord ce que ça nous dit de lui. Ça nous dit précisément qu'il n'a pas changé. Et de ce point de vue-là, on peut lui rendre hommage. Publiquement, il ne se cache pas. Tout au long de son histoire de président et avant de ministre et avant de secrétaire à l'Élysée, tout au long de son histoire, il y a des petites phrases qui ne disent rien d'autre que « je suis parmi les meilleurs et vous êtes pour une grande partie des moins que rien ». C'est donc d'abord une phrase qui dit la vérité sur le président. Bah voilà pour la lecture psy de cette allocution de Macron. Qu'est-ce que vous en pensez, Luc Gras? Vous avez la même lecture aussi? Alors moi, je vais dire le point de vue du politologue, Eh ben voilà. mais qui n'est pas très éloigné de celle de psy. C'est-à-dire qu'en fait, on a un président qui est très ministre de l'économie, voire libéral, et peu finalement président de la République en charge d'une vision. Et ça crée un décalage forcément entre lui, le réel, lui et le réel. Et à partir de là, c'est vrai qu'on n'attend pas d'un président de la République qu'il sorte des phrases de cette nature-là. On attend qu'il soit à un certain niveau de perception du réel pour emmener avec lui les citoyens vers des objectifs. Donc cette phrase-là, outre le fait qu'elle a un côté un peu vulgaire, elle ne permet pas de voir en Emmanuel Macron un peu le père de la nation, vous voyez, pour reprendre des termes un peu psycho. Voilà. Et c'est vrai que ça crée un décalage qui crée ce président assez mal aimé que l'on constate dans les sondages semaine après semaine. Oui, mais de toute façon, quelque part, c'est la stratégie ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. On parlait de vulgarité tout à l'heure, qu'il a répété, et notamment lorsqu'il a été aussi interrogé sur son deal avec Uber lorsqu'il était ministre de l'économie. Il assume et il le referait. C'est une stratégie risquée. On va se remettre dans la tête du psy, là, Gérard Miller. Alors, si on cherche un peu à savoir ce qu'il y a dans la tête du président, à partir de ce qu'il nous dit, pas à partir de nos supputations, on peut reprendre justement son regard, si j'ose dire, sur le travail. Je me permets d'être un tout petit peu polémique, comparaison n'est pas raison, Ah bah oui. Je vais être accusé de toucher au point Goldwyn, mais ça n'est pas pour rien que dans la grande période épouvantable qui s'appelle le pétainisme, travail, famille, patrie, ce qui a été mis en avant, c'est le mot travail. Je sais que beaucoup des auditeurs qui sont là aujourd'hui considèrent que le travail, c'est une valeur absolue, une valeur remarquable, ont oublié que le mot travail veut dire torture à l'origine, mais peu importe. Le travail, c'est formidable.
Mais si un certain nombre de pouvoirs le mettent en avant, des pouvoirs dictatoriaux comme le pétinisme ou démocratiques comme le macronisme, le mettent en avant, c'est pour une raison simple. C'est que, à force de dire le travail, le travail, le travail, on oublie de poser une question très simple. Mais quel travail? Vous savez très bien, et peut-être un certain nombre de ceux qui nous écoutent le savent, qu'aux États-Unis, par exemple, depuis des années, des gens peuvent avoir un travail, parfois même 2, parfois même 3, et vivre sous une tente ou dans une caravane. Nous avons une catégorie que le capitalisme a créée qui s'appelle le travailleur pauvre, voire ultra pauvre. Et donc, la vraie question, c'est qu'on a un président qui a pu dire pendant sa campagne de 2017, et ça ne l'a pas empêché d'être élu, qu'Uber, c'était formidable, et des jeunes, en effet, travaillent 70 heures. C'est une citation du président. 70 heures par semaine pour moins que le SMIC, c'était formidable parce que notamment il mettait un costume, que plus aujourd'hui d'ailleurs personne ne met dans les Uber et heureusement avec la chaleur, ça leur permettait de mettre un costume et de rentrer dans le monde du travail. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le travail, on peut le valoriser à condition qu'on précise de quel travail il s'agit. Or, jamais le président ne le précise. Et donc effectivement des travails sous-payés, puisqu'aujourd'hui avec sa proposition sur le RSA, donner des heures en raison du RSA, ça aboutirait à un SMIC, je ne sais pas, de moitié de ce qu'il est actuellement, de 6 euros, peut-être 5 euros, je ne sais pas. C'est insensé de valoriser le travail sans préciser ce point essentiel de sa qualité. D'ailleurs, il y a pas mal, Gérard Miller, il y a pas mal de messages à nos auditeurs qui reviennent justement sur cette notion de valeur travail. Il y a Clément qui nous écrit « Tant que le travail n'aura pas d'intérêt, il y aura du chômage de masse ». Il y a Bonamin qui nous écrit « Quand on a des diplômes et de l'expérience dans une profession, on n'a pas forcément envie de remplir des rayons dans un supermarché payé à coups de bâton ». Luc Gras, on n'a jamais autant parlé de quête de sens aussi aujourd'hui. Quelque part, voilà, ce sont peut-être les salariés, entre guillemets, ou les Français qui sont plus exigeants. L'offre et la demande, ça s'est renversé ou pas? Vous dites bien les choses, c'est-à-dire que c'est tout le problème. Où va-t-on? En fait, le souffle d'une nation ne peut être exclusivement économique. Et donc, le travail qui a toute sa légitimité dans une société et qui est d'ailleurs nécessaire pour permettre à chacun de vivre correctement, ne peut être l'alpha et l'oméga d'une société. Une société a besoin d'un souffle. Vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'il y a une phrase du président pendant cette allocution. Il dit il faut remettre la mairie au centre du village. Oui. Vous savez que initiale, c'était il faut remettre l'église au centre du village. Il y a une certaine violence d'ailleurs de changer ce terme, mais on pourrait presque dire que lui voudrait remettre l'entreprise au centre du village, l'économie, le tout économique. Donc on a un président très économie libérale et en réalité un peuple ne peut pas s'y retrouver. Outre le fait que l'épanouissement ne passe pas forcément par le travail a sa place, mais il ne peut pas avoir toute la place. Et puis petite précision qui avait déjà été évoquée, quand Chirac avait dit « ça m'en touche une sans bouger l'autre oui. », il était petit comité, ça avait été rapporté, ce n'était pas du tout dans sa fonction de président en déplacement qu'il avait prononcé cette phrase-là. Donc c'est très important, il y a des symboles. Le président de la République doit rester à un certain niveau, en tout cas dans nos institutions, et je trouve de reprendre cette phrase de Chirac hors contexte pour la sortir comme si c'était, faire un peu le malin dans la cour de récréation, ce n'est pas forcément du niveau de la fonction. Puis c'est un peu vulgaire aussi, non Bien sûr, mais comme je l'ai dit que dans ma première intervention, j'avais déjà parlé de vulgarité, j'ai pas voulu le redire. C'est ça. De toute façon, quelque part, par rapport à toutes ces annonces, donc il a parlé d'un projet de loi sur le travail, la réforme de l'assurance chômage, évidemment aussi de la réforme des retraites. Nous devrons travailler plus et plus longtemps. On se demandait si ça allait être un nouveau cap ou pas un nouveau cap, un Macron 1, un Macron 2. Il y a une différence entre un Macron 1 et un Macron 2 ou pas, Gérard Miller ? Moi, je crois que ce sur quoi on peut insister, c'est sur la constance du président. Alors, j'ai écouté comme vous ce qu'il a dit, j'ai entendu des commentateurs dire « Ah, donc il recule ou il change d'avis sur la retraite à 65 ans ». C'est vrai qu'il ne brandit plus comme un étendard retraite à 65 ans, ce qui est compliqué aujourd'hui où quand même un grand nombre de députés de la NUPES ont été élus sur un autre étendard, la retraite à 60 ans. C'était compliqué du coup de dire telle quelle retraite à 65 ans, mais sur le fond, je crois qu'il ne change pas. C'est même quelque chose en fait qui
je dis pas qu'il faut lui rendre hommage pour ça, parce que dans l'ensemble, les êtres humains ne changent pas beaucoup. Mais c'est vrai que depuis toujours, depuis bien avant qu'il ne soit président, il a les mêmes idées sur la façon de faire fonctionner la société comme une entreprise. Et c'est très juste de dire, en effet, qu'il veut mettre l'entreprise au cœur du village. On pourrait dire, mais c'est formidable. Sauf que ce qui distinguait nos démocraties des dictatures que j'évoquais tout à l'heure à propos de Pétain et des dictatures qui existent encore aujourd'hui, c'est que dans nos démocraties, il y a effectivement le travail, il y a effectivement l'entreprise, mais il peut y avoir l'église, mais il peut y avoir le cinéma, mais il peut y avoir le théâtre, mais il peut y avoir 1000 autres choses, je veux dire par là la culture, 1000 autres choses qui valorisent justement notre société. Centrer, sous prétexte qu'il y a une crise dont le capitalisme se repaît, centrer les choses sur l'économique, c'est effectivement l'idée matrice de Macron. J'oserais dire, c'est depuis qu'il est banquier et même depuis qu'il est enfant. Il est né avec l'idée que l'économique est essentielle. Et je sais bien que beaucoup de gens vont dire, mais oui, mais c'est essentiel. Quand on n'a pas de travail, on sait à quel point on peut souffrir et manquer de tout. Sauf que lorsqu'un président de la République donne comme cap à une société uniquement l'économique, comme ça vient très justement d'être dit, c'est quelque chose qui fait perdre toute sa saveur, tout son goût à la vie elle-même. Nous ne vivons pas simplement pour travailler. Et cette idée folle, je trouve, qu'il faut travailler plus. Et plus longtemps. Je dis folle parce que le sens de l'histoire, c'est de travailler moins. Alors, je sais bien qu'à un moment donné, on peut dire, mais pourquoi 60 heures et pas 40 ? Pourquoi 40 et pas 30 ? Très bien, on peut discuter. Mais considérer que le sens de l'histoire, c'est au contraire de travailler plus, je trouve que c'est une idée absolument folle. Ouais, et pourtant, on dit que voilà, les Français travaillent les moins par rapport aux Européens. Hein. Alors, si vous voulez, puisque on peut développer une seconde cette idée, la question n'est pas de travailler plus ou moins, la question c'est de travailler mieux. Oui, lorsqu'on nous dit qu'il y a aujourd'hui beaucoup moins d'actifs par rapport au nombre de retraités, sauf qu'un actif est infiniment plus productif aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 50 ans. C'est une évidence. Donc la vraie question, c'est, tout à l'heure on parlait de la valeur du travail, de son respect, de sa rémunération, il faut parler aussi de ce qu'il a comme production. Or vous voyez bien, ça a été encore d'actualité ces jours-ci, qu'énormément de patrons du monde entier, y compris des pays les plus capitalistes, viennent en France parce que les travailleurs français sont d'excellents travailleurs. Et donc, c'est une punition que de considérer que la seule question, c'est est-ce que tu as bien fait tes 10 heures par jour, tes 8 heures par jour, que sais-je ? La question, c'est qu'est-ce que tu as fait pendant ces heures-là ? Et vous savez, par exemple, qu'on s'est aperçu, je vais être encore plus provocateur, je l'imagine, pour Sud Radio, que dans les endroits où on travaillait 32 heures, chère madame, 32 heures, eh bien, les gens étaient incroyablement plus productifs. Parce que très souvent, en fin de semaine, ça devient finalement plus la même façon de travailler. Donc, il faut réfléchir à ça. Je ne dis pas 32 heures pour tous, mais il faut réfléchir à ce que le travail produit réellement, et pas comme souffrance, mais comme efficacité économique. Ouais, efficacité économique, on peut parler peut-être de sobriété professionnelle. Alors, Gras, qu'est-ce que ça vous inspire ? Peut travailler mieux aussi. En tout cas, ça correspond à un miroir, à une demande collective. Oui, évidemment, ça fait partie d'une vision qui est une autre vision. C'est une vision effectivement fondée d'abord sur l'épanouissement de l'homme. On ne reste pas si longtemps que ça sur cette terre, autant passer du bon moment. Donc c'est une sorte, c'est la valeur bonheur qui est importante, qui a été intégrée dans certaines économies et pays, notamment dans le Nord. C'est important ce point-là. Mais en réalité, on n'avait qu'un président qui, avec ce en même temps, on ne sait plus trop où on est. Vous savez, il est un peu issu du monde quantique où il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Un peu au détriment d'ailleurs des cantiques de nos anciennes paroisses. Mais il emmène comme premier de cordée le peuple de France, en oubliant presque, il est premier de la classe, mais il oublie la classe elle-même, c'est-à-dire qu'il est en train de monter tout seul vers une sorte d'apogée économique. Alors c'est vrai que le chômage a baissé en France, on peut lui donner quand même ce crédit, mais pour aller où ? Et je trouve que ça c'est très important. Pour aller où ? On peut se poser la question parce que on voit bien qu'on traverse les moments de tension sociale avec un président qui est mal aimé. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Et c'était une invite, les Gilets jaunes, à écouter. En réalité, le problème actuel du président et de ses équipes qui se gardent bien de lui ouvrir les yeux là-dessus d'ailleurs, c'est l'écoute, aller jusqu'au bout. Par exemple, au Parlement, on le sait, on pourrait toujours mettre en place des techniques de dialogue, de médiation, comme je l'ai déjà dit, pour pouvoir essayer d'aller écouter, par exemple, les députés de la NUPES, au lieu de dire « ouais, ils braillent tout le temps », essayer d'aller au bout de leur logique, essayer de là.
de trouver des compromis. Ouais. Bah, tiens, en parlant, ça c'est pour Gérard Miller, hein, je sais que vous êtes plutôt proche des Insoumis. Quand le président Macron a parlé d'un coup de chaud nocturne et d'un attelage baroque à propos du vote commun des groupes de la NUPES et du RN, hein, qui ont retoqué l'article 2 du projet de loi Covid. Attelage baroque, que vous inspire cette expression, Gérard Miller? Je la trouve, si je veux rester modéré, profondément injuste. Ce sont les députés de La République En Marche qui ont fait en sorte qu'il y ait 2 vice-présidents du Rassemblement national. Ça veut dire qu'il y a des gens de la majorité présidentielle qui ont mis un bulletin, si j'ose dire, dans l'urne avec le nom de député RN. Donc ça, c'est une forme de compromission qui est sans commune mesure avec le fait que sur une proposition donnée de la France Insoumise, des députés, que ce soit des LR, pourquoi pas même de la majorité ou du RN, votent. Donc il n'y a aucun attelage. Et je trouve, je dis très injuste de la part d'un président qui a quand même fait pour la 2e fois sa campagne du 2e tour sur le thème « Faisons barrage au Rassemblement national » en appelant les électeurs dont j'étais de la France Insoumise, en disant par le biais de M. Véran, nous avons des valeurs communes. À peine élu, il a oublié qu'il n'a pas été élu par nous sur son programme en 2017 et qu'il n'a pas plus été élu sur son programme cette année. Et finalement, considérer désormais qu'il envoie au plot les électeurs et les députés de la France Insoumise. Je trouve ça profondément injuste. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Gérard Miller. Merci beaucoup Lugras d'avoir été avec nous ce matin. Et à très bientôt sur Sud Radio. Vous souhaitons un beau week-end à tous les deux. Allez, à suivre dans quelques instants Yvan Kijous qui sera en direct des Franco de La Rochelle, Sud Radio. Il est 9h22.